Bon, d'abord, au nom des membres de l'association des pneumologues privés de la région de Marrakech, je tiens à remercier les laboratoires Novartis pour leur soutien et participation à notre webinaire. Ils étaient toujours à côté des pneumologues. Je remercie également les participants et particulièrement les femmes qui ont une table d'aftar adressée après. Et je ne remercierai jamais assez mon ami le professeur Elie Azoulay, qui a toujours répondu présent lorsqu'il s'agit de développement professionnel continu, de partage des connaissances. Il a accepté d'animer cette visioconférence malgré ses responsabilités et ses charges de travail. Il est pneumologue à la base, chef du service de réanimation à l'hôpital Saint-Louis à Paris et le premier à être offrant face au Covid-19. Son domaine principal de recherche est l'insuffisance respiratoire aiguë chez les immunodéprimés. Et comme vous le savez bien, depuis le début de cette pandémie, on a vu beaucoup de publications et articles concernant le Covid-19, des vérités et des contre-vérités sur le diagnostic et le traitement. D'ailleurs, tout le monde s'est mis à proposer des protocoles thérapeutiques, même le président américain Donald Trump. Nous apprenons au fur et à mesure des choses sur ce virus maléfique et mystérieux. Le SARS-CoV-2 n'a pas encore livré tous ses secrets. Donc la médecine apprend en marchant. Et c'est le titre choisi par notre orateur Elie Azoulay, à qui je lui passe la parole pour développer ce titre. À toi, Elie. Merci beaucoup, Asdine. Chers collègues, chers amis, c'est un grand honneur et un grand plaisir qui m'amène devant vous ce soir pour partager ces connaissances sur l'infection Covid-19 qui est liée au virus SARS-CoV-2. Je préfère vous le dire tout de suite. Beaucoup de ce que je vais vous montrer a probablement une vérité relative, c'est-à-dire que beaucoup de été infirmés au cours des dernières semaines et on va très certainement apprendre beaucoup des prochains résultats, en particulier dans près de 48 heures, les résultats de l'étude Discovery. On va quand même avancer en rappelant que dès le mois de décembre 2019, 27 cas de pneumonie d'origine inconnue avaient été notifiés par les autorités sanitaires dans la province de Hubei, à Wuhan, en Chine. Ce sont des malades qui se présentaient comme des malades respiratoires et avec un tableau de grippe, une fièvre, une dyspnée, une toux essentiellement sèche et des opacités bilatérales, interstitielles, se révélant être des opacités en verre dépoli sur le scanner. Ces 27 cas avaient une proximité relativement importante avec un marché de poissons dans la ville de Wuhan, mais dans laquelle aussi il y avait des espèces animales vivantes comme des serpents, des pangolins, des chauves-souris et des fouines. Cette situation est devenue très rapidement pandémique dans une petite ville de Chine. Je dis bien petite ville puisqu'il n'y a que 11 millions d'habitants. Le 30 janvier 2020, il a été déclaré une pandémie mondiale et aujourd'hui, nous sommes dans une situation dont on va reparler. Alors, cette ville de Wuhan est donc dans une province de Hubei et il est important de voir que très rapidement, ces pneumonies d'origine inconnue ont été mises en rapport avec un coronavirus qui a eu plusieurs noms avant de finir par s'appeler SARS-CoV-2. C'est un bêta-coronavirus de la même famille que le MERS ou que le SARS qui avait sévi eux-mêmes en 2003 et en 2012. Voilà le marché dans lequel on considère aujourd'hui que la pandémie a pris son point de départ. Les 27 premiers cas avaient une proximité directe avec ce marché de poissons. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, les choses commencent donc en décembre et le 31 décembre, on observe ces 27 malades qui ont des pneumonies de cause inexpliquée pour arriver très rapidement dans les premiers jours de janvier avec 121 cas contacts vont s'affoler, le nombre de malades va augmenter et puis on va commencer à observer des malades à l'extérieur de la Chine, en Thaïlande, mais c'était une patiente qui était de Wuhan, au Japon. Le nombre de morts va augmenter pour se retrouver très rapidement à tout début février avec près de 25 000 cas et près de 500 morts. Ces chiffres sont considérés très souvent
comme étant sous-estimé par les autorités chinoises, mais on n'a pas le mot de la fin. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au 30 avril dernier, eh bien, vous voyez que les chiffres étaient extrêmement impressionnants un peu partout dans le monde, avec à ce stade-là, dans les pays d'Europe, une pandémie qui affecte de plus en plus de malades tous les jours, qui malheureusement est responsable d'un nombre de décès conséquent et qui aujourd'hui est responsable de 1000 décès pratiquement aux États-Unis tous les jours. Alors, quel est le virus qui est responsable de cette maladie qu'on appelle Covid-19, coronavirus, pour décembre 2019? Eh bien, c'est un nouveau coronavirus qui a été donc identifié en décembre sur des séquences de RNA identifiées en métagénomique. Et très rapidement, on va se rendre compte que c'est un bêta-coronavirus de la même, très proche du virus du SARS. Et quand on le resitue, vous voyez qu'il a une similitude très proche avec le virus du SARS, qui donc maintenant s'appelle SARS-CoV-1, mais aussi avec qui avait donc sévi en 2003, mais aussi avec le Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, qui a sévi un peu plus récemment en 2012. Pour rappel, ces deux virus avaient été responsables en 2003 de près de 8000 cas avec une mortalité qui est de 10%. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, un tropisme très fort en Chine, des cas importés en Europe et en Amérique du Nord. Et puis en 2012, il y a eu à peu près 1200 cas dans le Middle East sur le MERS, avec une mortalité très forte de 37% et une situation qui a bien failli arriver à des chiffres comme ceux qu'on a connus à l'occasion de cette pandémie. Pour remettre la structure du génome de coronavirus, vous pouvez voir ici qu'il est représenté par la flèche en rouge à gauche de la diapo, juste au-dessus du SARS et du MERS, et on voit bien la similitude phylogénique, et on voit bien que c'est en fait une seule branche de RNA qui va qualifier ce bêta-coronavirus. Et cette notion est importante puisqu'elle va énormément conditionner le type d'antiviraux qu'on va mentionner tout à l'heure et qui vont être utilisés pour cette pandémie. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de cette maladie? Eh bien, aujourd'hui, c'est la courbe en bleu. Eh bien, il s'agit de diagnostiquer par PCR, donc des nucléotides du coronavirus. Si la technique est bien faite, on a une bonne sensibilité, mais pour des raisons d'abord d'excrétion virale, d'une part, pour des raisons liées à la qualité de la technique, c'est-à-dire comment est-ce que le prélèvement, l'écouvillon nasal est fait vraiment de façon profonde et de façon adroite. Et la troisième chose, c'est par rapport au type de patient, eh bien, on va arriver globalement à une sensibilité de 70%, mais on peut considérer qu'avec 2 tests bien faits, on arrive à une sensibilité qui avoisine 85%. Alors, beaucoup de prélèvements peuvent être positifs. Ils peuvent être positifs dans les sécrétions respiratoires, dans le lavage alvéolaire, mais aussi dans les selles. C'est la courbe que vous voyez en jaune. Et il est intéressant de voir que, alors que la PCR nasale va être négative globalement après la 3e semaine, eh bien, on a encore de la PCR qui est positive dans les selles. Et pour vous, les pneumologues, c'est une notion qui est très importante parce qu'il y a des maladies interstitielles qui vont être post-infectieuses et qui vont avoir vraiment une nature extrêmement différente sur le plan de la présentation clinique, mais aussi de la qualification inflammatoire. Ce sont des maladies dont on va reparler qui sont très corticosensibles et pour lesquelles, très souvent, le coronavirus n'est plus positif dans l'écouvillon nasal et donc il va falloir le rechercher dans les selles. Alors, pour information, c'est important de voir que plusieurs types de prélèvements peuvent être négatifs. Vous avez ici les sensibilités donc de l'écouvillon nasal, ici qui est rapporté dans cette étude à 63%. Les crachats sont à 72% et la fibrose et le lavage alvéolaire est la technique la plus sensible. Il est intéressant de voir que cette diapositive mériterait d'avoir une autre dimension qui est le délai depuis le début des symptômes. Je pense que l'écouvillon nasal est beaucoup plus positif au début. Si je reviens sur la diapo d'avant, vous noterez que l'écouvillon nasal est positif avant l'apparition des symptômes. Et c'est une notion qui est très importante pour la suite, puisqu'on sait qu'en fait, les patients qui sont contaminants
sont surtout contaminants dans les 48 heures qui vont précéder l'arrivée des symptômes. Et vous êtes au courant que plusieurs pays ont adopté des systèmes de tracking par le smartphone pour repérer les cas contacts. Et ces cas contacts ne doivent pas s'intéresser à qui on a rencontré alors qu'on est symptomatique, mais à qui on a rencontré avant qu'on développe des symptômes. Voilà par exemple des travaux sur la durée de positivité virale et vous voyez que globalement, on accepte que la durée de positivité est de 12 jours, mais elle va de 4 à 45 jours. Quand on s'intéresse à qui est à risque de garder un prélèvement plus longtemps, ce sont les patients les plus âgés, les patients les plus graves, les patients les plus immunodéprimés. Et quand on s'intéresse à vraiment voir quels sont les déterminants de la durée de positivité virale, eh bien, c'est essentiellement l'immunodépression et les cellules T qui, elles, vont aider à clearer le virus de l'appareil respiratoire. Alors, une notion qui est importante aussi et que vous connaissez bien, c'est le R0, c'est-à-dire la capacité qu'a SARS-CoV-2 à disséminer. Par exemple, si on prend le MERS, eh bien, vous voyez que son R0 est inférieur à 1. C'est-à-dire que pour chaque patient infecté, il va contaminer moins de une personne. Pour la grippe, par exemple, c'est 1,5 personne. Eh bien, SARS-CoV-2 a la capacité d'infecter 2,5 personnes. Et ce chiffre-là, de R0 de 2,5, il faut vraiment l'avoir en ligne de mire. On a commencé le déconfinement dans nos pays à partir de ces derniers jours, parce que c'est la variable à suivre au cours des prochaines semaines, c'est le nombre de malades qui vont être contaminés alors qu'on déconfine. C'est ce qui va être prédictif de la prochaine vague si elle a lieu. Voilà un exemple de cluster familial et vous voyez comment à partir de parents, le père et la mère, eh bien, on va infecter l'enfant, donc la fille, le gendre, les petits-enfants, etc. Et bon, c'est comme ça qu'on a initialement décidé de considérer que la meilleure méthode pour éviter la dissémination, c'était le confinement. Et vous avez compris que ce confinement, il doit durer au minimum 14 jours, mais on a bien vu que il y a des cas de contamination tardive, des cas de positivité de pavillon tardif, et c'est pour ça que dans nos pays, on sait que la durée maximale de contamination, c'est 42 jours, et c'est pour ça que le confinement a duré 45 jours, et que les Anglais, pas plus tard qu'il y a 48 heures, ont décidé, compte tenu de la circulation du virus qui était encore dense, de prolonger le confinement d'1 mois. Alors, vous voyez aussi que sur cette diapo, dans la barre en rouge, que la capacité d'être contaminé dépend énormément de l'âge. Les enfants de moins de 5 ans vont être contaminés dans 23% des cas quand un autre membre de la famille qui habite dans le même appartement ou la même maison, eh bien, va être contaminé. Et on voit que c'est plus important chez les personnes qui ont plus de 50 ans et c'est 65% à partir de 30 ans et 70% après 50 ans, ce qui montre bien que les enfants peuvent, mais dans une amplitude moindre, porter et contaminer, transmettre le virus à d'autres. Et puis, c'est quand même très important aussi de garder en tête que 8 personnes sur 10 qui sont infectées n'ont aucun signe, sont complètement asymptomatiques. Et ça, c'est vrai aussi pour nous, les médecins, et c'est aussi vrai pour les infirmiers. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons diffusé le port du masque et qu'on s'est mis dans une logique de confinement avec aussi un dépistage précoce et un port du masque étendu. Alors, je passe là-dessus pour arriver très vite aux mesures efficaces. Et vous voyez que sur cette diapo en Chine, on voit que le cordon sanitaire a été la seule chose qui a permis de réduire le R0 de contamination et que c'est ainsi qu'on va diminuer la transmission. Le seul moyen pour diminuer la transmission, ça a été dans l'ordre de fermer les frontières, de diminuer les transports publics qui, eux, sont un mode incroyable de transmission, sauf si vous mettez des masques. Ensuite, de faire une quarantaine. Ensuite, de vraiment serrer, de fermer tous les magasins, les restaurants, etc. Et c'est ce qui a permis de redescendre en Chine à des taux qui étaient proches de zéro, mais qui ne sont jamais vraiment à zéro. Alors, ce virus donne une maladie qui est essentiellement respiratoire,
même si on a mis des semaines à comprendre que si le poumon était malade, ça n'était pas vraiment un tableau d'ARDS, c'était un tableau d'édème pulmonaire lésionnel, mais avec des grandes particularités. Alors sur un plan clinique, je dirais que c'est une maladie qui va affecter tous les épithéliums, mais aussi va avoir un tropisme endothélial majeur. Les deux épithéliums qui vont être affectés, ce sont ceux qui portent des récepteurs ACE2, et donc c'est essentiellement l'épithélium respiratoire, les pneumocytes de type 2, et l'épithélium digestif. On sait qu'on peut aussi passer à travers la conjonctive, à travers d'autres organes, mais que globalement, la maladie est essentiellement un syndrome grippal. Ici, ce sont les données du WHO chinois qui va rapporter sur 55 000 cas énormément de fièvre, même si la fièvre n'est pas toujours présente chez les malades qui arrivent, de la toux qui est sèche dans la moitié des cas, une dyspnée, une congestion nasale et une sécheresse de la bouche qui va arriver relativement souvent. En tout cas, la dyspnée, c'est 1 cas sur 5. On considère que globalement, 20% des malades qui sont Covid positifs sont des malades critiques et vont avoir besoin d'hospitalisation, et une bonne partie d'entre eux va avoir besoin de réanimation. On a donc des myalgies, on a aussi des symptômes digestifs dans un peu moins de 5% des cas. Alors, ce qui est intéressant, ici, c'est une revue systématique qui va reprendre la majorité des études chinoises et australiennes qui avaient été rapportées. Et vous voyez que globalement, pour résumer, ce sont des patients jeunes, une prédominance masculine, qu'un malade sur 5 va être admis en réanimation, que globalement, un tiers des malades sont hypertendus, que 20% sont diabétiques et qu'à peu près 10% ont des maladies cardiovasculaires. On a déjà parlé des symptômes cliniques. Ce qui est intéressant, c'est aussi de bien garder en tête que 15% des malades vont avoir un tableau myocarditique, 10% une insuffisance rénale, et c'est surtout les malades les plus inflammatoires et les plus sévères, et que 7% des malades vont développer un état de choc qui est soit lié à l'atteinte cardiogénique, soit lié à une surinfection bactérienne. Alors, c'est un papier qui est sorti il y a 48 heures dans le Lancet et qui va s'intéresser à l'obésité. Et ce qui est intéressant, sur ces 265 patients pour lesquels on voit que chaque point correspond à l'index de masse corporelle, eh bien, ce qu'on voit, puisqu'en abscisse c'est l'âge, c'est qu'en fait, l'obésité va amener des malades plus jeunes dans la maladie, et qu'en fait, il va falloir réfléchir à un facteur de risque. Quand on voit des malades d'une quarantaine d'années arriver avec un Covid-19 sévère, eh bien, ces malades-là ont très fréquemment une comorbidité comme l'obésité. On sait que globalement, 40% des malades sévères ont un surpoids significatif et qu'en plus de cela, 40% ont un index de masse corporelle qui indique qu'ils sont obèses. Alors, voilà des données qui viennent de chez nous, des données sur les 85 premiers malades que nous avions pris en charge et qui vont en fait plotter. Vous voyez que dans le graphe central, chaque point est un patient et qui vont en fait identifier ce qu'on appelle des clusters. En fait, c'est des nuages de points de patients qui, dès l'admission en réanimation, eh bien, on va identifier un cluster 1 qui est un cluster à mortalité basse, un cluster 2 qui est un cluster à mortalité intermédiaire, et un cluster 3 qui est un cluster de haute mortalité. Et on voit bien que les clusters 3 sont des malades très hypoxémiques, avec des marqueurs de l'inflammation, CRP, des dimères, ferritine, interleukine 6, très élevés. On voit que ce sont des patients qui ont 70% d'intubation et 40% de mortalité. À l'inverse, le cluster le plus à gauche en noir, eh bien, c'est un cluster pour lequel la mortalité va être relativement basse. Et si, par exemple, j'ai 3 structures de soins, une structure de réanimation, une structure que je gère avec des pneumologues qui est une structure intermédiaire qu'on appelle la surveillance continue, et une structure de pneumo classique, eh bien, pour le J1, J2 de ces patients, je vais éventuellement utiliser pour les clusters à faible risque les lits intermédiaires. Alors, ce qui est important, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut garder une sévérité moindre pendant toute la durée du séjour. On voit par exemple que chez ces collègues, moi, dans le papier de Fung qui a été publié dans la Revue Bleue le 10 avril, on voit que les malades sont classés en modéré, sévère ou critique. Donc modéré, par exemple, c'est les malades de pneumo, sévère, c'est les malades d'USC, critique, c'est les malades de réa. Et vous voyez que très vite, on voit que les malades de réa sont les plus âgés, sont très souvent des malades qui vont arriver
au moment de la maladie grippale, c'est-à-dire très vite après le début des symptômes. D'ailleurs, ils sont très fébriles, ils vont avoir une maladie respiratoire plutôt sévère. C'est des malades aussi qui ont des comorbidités et c'est important de voir que l'utilisation des ressources n'est pas du tout la même. Je vais pouvoir organiser la prise en charge des malades par rapport à leurs marqueurs inflammatoires et à leur présentation clinique pour les mettre soit en pneumo, soit en USC, soit en réanimation. Et je vois bien que l'utilisation de l'intubation, de l'oxygène à haut débit, humidifié, réchauffé et la mortalité va être très différente au sein des trois groupes de malades. Donc à chaque fois, en organisant les soins, eh bien, il faut travailler ensemble pour savoir le bon endroit pour prendre en charge ces patients. Dans nos données à l'hôpital Saint-Louis, mais aussi avec d'autres services de réanimation parisiens, vous pouvez voir qu'on arrive à montrer que la mortalité ici, qui est indiquée en ordonnée, va dépendre énormément du délai depuis le début des symptômes viraux. Et on voit que plus vous avancez dans le temps, par exemple, si vous avez des symptômes grippaux le 1er avril et que vous arrivez à l'hôpital ou en réa le 20 avril, eh bien, vous avez moins de chances de mourir que si vous arrivez le 2 ou le 3 avril en pleine crise grippale, au moment où vous êtes très inflammatoire et où vous avez probablement la maladie la plus sévère. Et on voit que la distribution de ces malades-là, eh bien, ici en abscisse, vous avez le score de SOFA qui est un score de gravité. Eh bien, on voit que les malades qui arrivent dans la première semaine des symptômes grippaux sont les malades qui vont avoir la plus grosse mortalité. Et donc, c'est aussi un élément pour lequel il faut réfléchir à orienter ces malades très rapidement dans le bon endroit. Alors voilà les données de réanimation les plus importantes. 1591 malades pris en charge en Lombardie. Comme vous savez, l'épidémie italienne a affecté 72 hôpitaux, mais dans un réseau qui était relativement restreint sur l'ensemble du territoire italien. On voit que les malades ont la sévérité habituelle, la médecine clinique, que 90% d'entre eux ont été intubés. Et c'est un papier qui est important parce qu'il va insister sur le poids de l'âge et on voit que le besoin de réanimation et la mortalité va être énormément différent